Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque chez vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui entretient une culture du débat intelligent. Ça ne tue pas de carburer son esprit. Et les livres, c'est du carburant pour l'âme. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais recevoir sur ce plateau un médecin. On va parler de médecine, on va parler de la vie, on va parler de la zombification, on va parler des errances, des rencontres inattendues, du hasard. Une émission tournée autour d'une épistémologie de la vie, autour de l'altérité. Vous êtes sur la télévision Caraïbe. Qu'est-ce que vous avez fait un bon choix? Je vous laisse respirer. Voici, mesdames et messieurs, pour ouvrir le bal, la rubrique Temps Poème. Léopold Sédar Senghor, illustre poète sénégalais, ancien président du Sénégal. Je m'imagine, ou rêve de jeune fille, écrit-il. Je m'imagine que tu es là. Il y a le soleil et cet oiseau perdu au chant si étrange. On dirait un après-midi d'été, clair. Je me sens devenir sotte, très sotte. J'ai grand désir d'être couché dans les foins, avec des taches de soleil sur ma peau nue, des ailes de papillon en larges pétales et toutes sortes de petites bêtes de la terre autour de moi. Voici un excellent poète sénégalais que je vous invite à découvrir, chers amis du bonheur, Léopold Sédar Senghor. Je vous laisse respirer. Voici, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, dans quelques secondes, mon invité, le docteur Ravix. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, nos vies, nos existences sont faites d'errance et de certitude. C'est ce que mon invité écrit. Errance et certitude, journal romancé d'un itinéraire. Docteur Jacques Ravix. Les premiers instants de ce livre nous disent, mesdames et messieurs, appelons-le Ogou, Jacques et pourquoi pas Michel. Les prêtres d'Amon disent que le nom est un présage. Je m'arrête là. Hein. Est-ce que les noms sont des présages? Est-ce que les noms que nous portons portent une énergie vitale? Lorsqu'on s'appelle Jacques Ravix, on est médecin, on est intelligent et on en parle. Bienvenue, docteur Jacques Ravix. Bien, ça me fait plaisir de vous entendre, d'une part. Et d'autre part, je voudrais, étant donné que vous venez de parler de Senghor, vous dire une phrase de Senghor que j'ai retenue et qui m'a bercé, qui a bercé une partie de ma jeunesse, où il dit, en parlant d'une femme, au cœur de l'été,
et de midi, je te retrouve, terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. J'ai trouvé ça tellement merveilleux que C'est 50 ans sublime. après, Ouais. je garde cette phrase. Mais je vais vous dire autre chose. Mhm. Je vais vous dire autre chose, et nous allons tout à fait élever le niveau du débat. Je vais vous parler de la cosmogonie du Rancia, Mhm. et je vais vous parler de ce livre, qui est un livre magnifique et très important à l'heure actuelle, non seulement pour Haïti, mais pour le monde entier. Je vais vous dire en introduction un poème à la gloire du Père. Urantia, c'est le nom cosmique de la planète Terre. As-tu déjà vu Urantia promener dans les jardins du Père comme une bille dans un jeu d'enfant, avec des étoiles autour comme des parcelles d'éternité? Et t'as-tu vu fourmi insolente regardant tout cela, merveille d'infini fantastique? Il me vient des idées de voyage. Oh, de ce corps de chair devenu inutile, s'engouffrait ma vanité. Berce-moi de ton chant, oiseau de mon enfance, et admirons ensemble l'éternité du Père. Docteur Jacques Ravix, est-ce que vous aimeriez définir la médecine comme la poésie du corps, une poésie de la santé? Ou avez-vous en tête une autre définition pour la médecine? Ce que vous dites est merveilleux. Mhm. Ce que vous dites est merveilleux. Moi, je considère que dans toute une partie de ma vie, je n'ai jamais travaillé. Vous savez pas pourquoi? J'aimais tellement la médecine que je prenais tellement plaisir à être médecin que je n'ai jamais travaillé. Et ça me faisait une sacrée différence entre l'époque où, étant jeune, j'allais faire mes premières armes aux États-Unis, où je fabriquais des chaussures, là je travaillais. Mais quand je suis devenu médecin, quand je suis allé en Europe faire des études de médecine, comme je suis devenu médecin, eh bien, quand j'ai commencé à travailler ici, je prenais tellement plaisir à travailler que je n'ai jamais travaillé, en effet. J'ai pris plaisir à exercer la médecine. Mais pour vous qui êtes médecin, quel regard vous avez sur les autres professionnels qui interviennent aussi sur la santé du corps, mais qui n'ont pas un parcours académique de la médecine? Prenons, pour le dire vaguement, un médecin feuille ou d'autres gens qui s'autorisent à rentrer dans le corps des gens pour les soigner sans être médecin. Comment vous, qui êtes docteur, vous voyez ces médecines parallèles, entre guillemets? Eh bien, ces médecines parallèles font appel à des forces, parfois à des forces intéressantes. Mais il y a un lot de charlatans qui est insupportable. Mais nous acceptons. Mais j'aurais aimé que la justice, la morale, la déontologie fassent partie de tout cet ensemble. Tout à l'heure, nous allons parler de zombification, une très belle chose. Mais j'ai tant à vous le dire. Ouais. On a tellement de choses à dire sur le corps, mais vous êtes profondément dans la littérature. Il y a un regard cliché en Haïti, dès lors qu'on est médecin, on est dans la chimie, on est dans les laboratoires, on n'est pas dans la littérature, on n'est pas dans l'errance. Que faites-vous dans la littérature, docteur Ravix? La littérature, je crée et je m'amuse. En tout cas, je n'ai jamais perdu ce désir de m'amuser en réfléchissant. J'ai passé mon temps comme ça, à lire, à m'amuser. Et
Et mon désir particulier a souvent été de séduire. Et ça ne m'a pas toujours rapporté, mais quand même, ça a été un plaisir extrême. Ouais, mais c'est bien ce que vous dites là pour les jeunes qui nous regardent maintenant à la télévision. Pour vous lire, c'est d'abord un plaisir. Oui. Ça n'a jamais été une douleur académique, une imposition. C'était pour vous un feeling, une fête. Même en faisant les études de médecine dans une université difficile comme celle de Montpellier, il y avait des gens d'une telle dimension, quand ils parlaient, quand ils ouvraient des fenêtres, parce qu'il y a des types qui sont de véritables fenêtres sur l'esprit. Le type parle, et pendant qu'il parle, il ouvre une fenêtre sur les lendemains de la science. Et vous êtes tous stupéfaits de voir que 10 ans après, il découvre ce qu'il avait pressenti. Et puis, il dit, j'ai montré telle chose, et j'ai encore montré telle chose, et je montrerai telle autre chose. Alors, ça c'est un régal de fréquenter Des esprits comme ça. Mais vous aviez été formé en Europe, mais vous n'êtes pas resté en Europe, où il y a un meilleur niveau de vie, entre guillemets, où la modernité, tout le tralala. Vous êtes revenu en Haïti pratiquer votre médecine. Pourquoi vous êtes revenu en Haïti? Parce que c'est un endroit que j'aime. J'ai des attaches viscérales avec ce pays. Je suis malade quand je suis ailleurs. Même prendre un avion, c'est une affaire pour moi. Donc, je ne voyage pratiquement jamais. Depuis 30 ans, je crois que j'ai fait un autre voyage, un seul voyage peut-être. Ouais. Je ne sais pas. Mais ça m'intéresse pas. Quand je suis chez moi, à Thomasin, et que j'entends le sifflement des criquets, et que je vois les lucioles dans la nuit, eh bien, je me sens bien. C'est ce pays que vous aimez. Mais si on vous demande de définir Haïti, Haïti dans votre bouche, qu'est-ce que c'est? Haïti, c'est une perle. Une perle qui a été souvent souillée. Vous savez pourquoi? Parce que ce grand peuple n'a jamais trouvé de dirigeant à cette dimension. Il y a même de grands chefs d'État, de grands pays, qui ont dit, si j'avais ce peuple entre les mains, ce que j'en ferais de choses. Et c'est un peuple qui a un génie, quoi, un génie populaire, mais c'est aussi un peuple qui a son côté sombre. C'est un peuple qui pratique la zombification, docteur Ravix. On en parle à droite à gauche dans ce pays, tout le monde parle de zombification, mais vous aviez été victime de ce crime. C'est un crime odieux que de frapper quelqu'un de zombification. Et qu'est-ce que c'est pour vous? Comment c'était pour vous cette expérience? Racontez-nous ça. D'abord, vous dire ce que c'est que la zombification. Après, je vous parlerai de mon expérience. À votre rythme. La zombification, c'est l'utilisation d'un produit pour diminuer les capacités mentales d'un individu. Le poison est extrêmement toxique parce que il est 100 fois plus puissant que le cyanure. Ah ouais. Donc c'est un poison violent. Vous qui êtes assis en face de moi, si je vous le donne maintenant, en quelques minutes, il y a plus de commentateurs. Quelques minutes seulement, ça agit aussi rapidement. Ah oui, c'est d'une férocité épouvantable. Il n'y a pas un temps d'incubation, quelques heures, non, c'est tout de suite ça agit. Alors, si je vous donne des doses fractionnées, très peu, aujourd'hui, très peu demain, très peu après-demain, ce qui vous arrive, c'est que vos capacités corticales diminuent de plus en plus et vous devenez de plus en plus bête. Ok. Donc,
Cette technique dont nos ancêtres, illustres ancêtres, ont disposé, eh bien, ils n'ont pas su l'utiliser comme il fallait. Au lieu de l'utiliser contre des voyous, des délinquants, des assassins, des tueurs d'enfants et des tueurs de femmes enceintes, au lieu de faire ça, c'est-à-dire de prendre des voyous en général, au lieu d'utiliser ce produit-là pour diminuer leur capacité mentale, ils ont préféré l'utiliser contre des gens intelligents pour faire en sorte qu'ils ne deviennent pas plus intelligents que les autres. C'est comme le fait en Afrique de couper les pieds des gens qui sont trop gros. Eh bien, ils coupent la tête. Et puis, ils vous comme tout le monde. Au lieu de faire appel à des avocats, à des juristes intelligents, pour mettre au point un système permettant de se débarrasser de ces voyous, ils confient le poison à des voyous qui s'amusent à tuer n'importe qui. Ah, vous produisez plus de malades que moi. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose. Et demain, je fais de vous un zombie. Vous avez produit plus de poisson gros que moi. Eh bien, moi, je ne produis pas de poisson gros. Eh bien, vous allez voir. Et puis demain, vous êtes annulé, vous ne produisez plus de poisson gros. Voilà ce qui se passe. Alors, il vaudrait mieux. Et ce qui est la preuve d'une très grande civilisation. Je l'ai d'ailleurs écrit dans mon livre. Une civilisation qui face à un délinquant, ne coupe pas la tête, ne donne pas, ne met pas les gens sur une chaise électrique, ne donne pas, n'injecte pas des poisons violents qui bloquent la respiration progressivement. Mais ces types-là, cette civilisation-là, est une civilisation bien supérieure aux autres. Parce que quand un type est zombifié, on peut le zombifier et le porter à travailler, à faire du travail d'utilité publique. Mais ça ne suffit pas. Mais c'est ça, c'est ce que nos ancêtres n'ont pas su assumer. Mais j'aimerais vous demander, est-ce que vous savez, et le poison malheureusement qu'on vous a donné, est-ce que vous savez comment il a été constitué, ce poison qui a carrément zombifié votre être, du moins à ce moment-là? Je vais vous dire ce que c'est. C'est un produit qu'on appelle la tétrodotoxine, qu'on extrait d'un poison, d'un poisson. D'un poisson. D'un poisson qu'on appelle le poisson foufou. Vous connaissez? Oui, absolument. Il n'a pas d'écailles. Non, pas d'écailles. Eh bien, c'est pour ça que la Bible, dans le Deutéronome, interdit de manger du poisson sans écailles. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un redoutable poison dans ce poisson qui a la tétrodotoxine. La tétrodotoxine. Ah bien, cette tétrodotoxine, associée au venin d'un crapaud, on a découvert récemment, que le docteur Chavandier a découvert récemment, que l'on appelle le crapaud bapou, eh bien, on mélange ça et on administre à petite dose et on a toutes les virtualités que l'on peut observer dans le monde. Est-ce que vous savez, au risque que ça soit trop privé, qui vous a donné ça? Ah, je sais. Ouais. Je sais, mais... Oui, ça je comprends. Est-ce que vous savez comment on vous l'a donné, ce poison? Dans votre café, dans votre thé? Non, on a mis ça sur la table, comme ça. Bon, à l'époque, je ne portais pas de chemise à réchant. Elle venait mettre mon bras. C'est une poudre, en fait. Et la poudre a la virtualité de passer par les pores. Ok. Mais on aurait pu le donner par voie orale. On aurait pu le donner autrement. Ouais. Mais on a utilisé la poudre.
On va en revenir, docteur Ravix. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. J'ai le plaisir de recevoir le docteur Jacques Ravix, qui a publié beaucoup de livres, mais là, j'ai en main Errance et certitude. Et pour l'instant, nous parlons d'un crime odieux qui est pratiqué en Haïti, qui s'appelle la zombification. Et malheureusement, mon invité a été victime de ce crime. On en reparle, je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours l'émission des livres et vous, une émission du livre, pour le livre et par le livre. Et avec le docteur Jacques Ravix, nous parlons de médecine, de littérature. Nous parlons aussi sur ce plateau de zombification. Quel crime odieux, docteur Jacques Ravix. Vous avez malheureusement pris ce poison-là, c'était sur votre siège, votre chaise et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Le déroulé des événements, tout de suite après. Je vais vous dire. Quand vous recevez ce poison-là, il n'y a pas de drame. Au contraire, vous êtes bien. Et il vous arrive même d'être euphorique. Parce qu'il y a un plaisir d'être empoisonné. Et comme si on vous avait administré de la morphine, ou bien n'importe quoi. Mais de l'extasie. De l'extasie ou n'importe quelle drogue récréative, etc. Mais au fur et à mesure, les doses s'accumulent, vous constatez une diminution progressive de vos capacités corticales, c'est-à-dire vos capacités mentales, de réflexion, de déduction, d'analyse. Et ça devient grave. Et au fur et à mesure, vous sentez que vous allez mourir. Et quand vous sentez que vous allez mourir, c'est à ce moment-là que j'ai fait appel aux miens. Je leur ai dit que j'allais mourir. Et mon frère m'a amené chez un monsieur qui m'attendait. Parce que c'est une grosse affaire mystique, on va y venir. Un monsieur qui m'attendait déjà, on appelait Raymond Clavier, il m'a dit, mais depuis ce matin, je t'attends. Il dit, comment tu m'attendais depuis ce matin? Il dit, oui, j'ai été prévenu de ton arrivée. Je me suis installé et il m'a soigné pendant plusieurs jours. Et j'ai été guéri avant de rentrer dans la phase de coma et tout le reste. Lui, il a extrait le poison de votre corps, il a pu l'extraire. Il m'a porté à l'éliminer, mais il ne l'a pas extrait. Et son traitement, c'est un traitement mystique, métaphysique ou chimique? Les deux. Les deux. Parce que l'intervention de l'aspect mystique est capitale. Parce que, je vais vous dire une chose. Vous pouvez donner un poison. Vous pouvez donner un contre-poison, avec qui il a donné. Mais quand le sujet est mort, c'est-à-dire que son cœur s'est arrêté, et que on constate au niveau de son œil la grande midriase, qui est une dilatation de la pupille. On le déclare mort. Pour le réveiller,
faut faire appel à autre chose. C'est-à-dire à des forces mystiques, maléfiques, de niveau très élevé pour réveiller un mort. Parce que l'œil, c'est du cerveau évaginé. C'est-à-dire que sur le plan embryologique, l'œil est une portion du système nerveux qui est sortie pour aller voir ce qui se passe dehors. Donc quand l'œil vous signale que le sujet est mort, c'est-à-dire qu'il installe sa midriage et que le cœur s'est arrêté, vérifié par un électrocardiogramme qu'il s'est arrêté. Alors là, pour réveiller ce mort, c'est du gros travail. Ouais. Il faut plus que du contrepoison, c'est ce que vous dites. Il faut plus que du contrepoison. Ouais. Et c'est là qu'il faut une cérémonie, parce que très honnêtement, moi je me suis toujours dit, la chose n'est que chimique. C'est le poison et le contrepoison, mais c'est fini. Il y a un surplus. Je me demande si je peux prendre le risque en face de vous de dire une chose pareille. Si vous pouvez. On n'est que deux, on n'est que nous deux. Non. Est-ce qu'on peut supprimer si on n'est pas d'accord? Oui. Ce que je suis en train de dire. Absolument. Vous savez, c'est dangereux ce que je vais dire. Quand le Christ voulait réveiller quelqu'un qui était mort, il disait toujours à ceux qui étaient autour de lui, qui venaient lui raconter que le type était mort, il donnait l'ordre à la justeur de pensée de ne pas s'en aller, de l'attendre, de l'endroit où il était. Eh bien, à ce niveau, il s'agit de retirer la justeur de pensée et de réveiller le sujet. Je ne dirai pas plus que ça. Ouais. N'allez pas plus loin, on s'arrête là. Ouais. OK? On va voir dans la limite de ce que vous estimez être disciple. Voilà. Disciple, exactement. Ouais, je pense... vous débrouillerez pour le reste. Mais vous aviez été empoisonné à quel âge? Quel âge vous aviez à l'époque? Et ça fait combien d'années depuis? Je devais avoir 35 ans. Ah, vous étiez un très jeune médecin. Hein? 50 ans. 50 ans, à l'époque où... 40, 45. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi on vous a fait ça? On m'a fait ça parce que c'est pas de ma faute. Ce qui s'est passé, c'est de la faute de personne. C'est que, je me permets de le dire, excusez-moi, je pense que Dieu a posé la main sur moi. Qui a posé la main sur vous? Que Dieu a posé la main sur moi. Et qu'il m'a dit que je n'étais pas à ma place dans ce premier couple que j'avais formé. Et il m'a dit que je n'étais pas à ma place. Et il m'a déplacé. Il m'a déplacé d'une manière tellement bizarre que jusqu'à présent, je ne comprends rien. Je suis parti de chez moi. Je suis arrivé au Champ de Mars. Pas au Champ de Mars. Comment ça s'appelle? À la place Boyer. Place Boyer, voilà. Où j'ai rencontré une dame. Et puis elle m'a dit, oh, Jacques Ravix, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et puis elle s'est tournée comme ça. Et elle portait une jupe verte. Elle s'est tournée comme ça. Et elle a fait un rond devant moi. Et on me l'avait signalé déjà pendant la nuit. Alors j'ai dit, elle m'a dit, je ne te vois plus. J'ai dit, oui, mais tu me verras plus tôt que tu le penses. Et le soir même, je suis allé chez elle, je ne suis jamais sorti de là. Et pourtant, j'ai été marié, j'avais 3 enfants,
3 beaux enfants. Hein? Et puis j'ai tout quitté. J'ai quitté ma maison, j'ai quitté tout. C'était elle la femme de votre vie finalement. Non, la femme qu'on m'avait donnée. C'est une chose extraordinaire. Oui. Je vous dis ça, mais ici j'ai presque envie de rire parce que je ne comprends pas cette affaire-là. Mais vous étiez amoureuse de la femme que vous aviez avant quand même, Mais j'espère. j'étais toujours avec elle. Ok. Mais ça commençait à mal aller. Ok. Mais ça allait. Puisque ça faisait 20 ans que j'étais avec elle. Ouais, ouais. Donc, je ne comprenais rien. Mais quand on m'a donné l'ordre de changer de cap, et qu'on m'a dit que cette femme-là était toxique, et qu'il y avait un Satan là-dedans, alors là, je me suis conformé. Et il faut le dire aussi, bon, je veux être honnête entièrement avec Ouais. vous, puisque je suis au soir de ma vie, je ne peux pas être malhonnête. Je prenais plaisir à être avec cette nouvelle femme. Cette nouvelle femme. Pourquoi? Parce qu'elle était intelligente. Et la Vierge m'avait dit qu'elle était d'une intelligence particulière. Mais je ne croyais pas. La Vierge m'a dit, je vais bien voir. Et c'est au cours de ma vie que j'ai constaté qu'elle me disait vrai, que cette femme était vraiment intelligente. Vous êtes sapiosexuel, vous aimez les femmes intelligentes. Ça J'aime vous les excite. femmes intelligentes et j'aime les femmes tout court. Ah oui, Mais, j'aime beaucoup mais le tout quand- court. mais quand elles sont intelligentes, alors là, C'est une un valeur régal. ajoutée. C'est un régal à ajouter. Et cette femme, elle est historienne de l'art, elle est galeriste, elle est écrivaine. C'est une très belle femme aussi. Oui, je pense. Est-ce que vous pensez que vos amis étaient jaloux de vous, de ce Ah, succès? ils ont toujours été jaloux de moi. Ils ont toujours été jaloux de moi parce qu'il y a une chose. D'accord? Les femmes savent ce que vous avez en vous. Mais vous ne le savez pas. Il y a des femmes qui viennent vous courtiser, mais vous ne savez même pas pourquoi. Ouais. C'est-à-dire, la femme a une capacité. On lui donne, c'est de saisir un homme, même avant de le connaître. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Il faudrait demander aux femmes. Ouais, c'est comme un sixième sens. Ou, Comme un sixième sens, ou bien comme si elles percevaient des ondes qui leur plaisent ou qui leur déplaisent. Ouais. Mais est-ce que vous êtes, docteur Avix, l'homme d'une femme? Ou est-ce que vous êtes un homme à femme? J'ai été un enfant, mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Voilà. Maintenant, l'énergie C'est fini. Non, c'est pas seulement dirigée vers une l'énergie. seule femme. C'est pas seulement l'énergie, mais il y a certaines exigences du père. Ouais. Et aujourd'hui, je vais vous dire des quantités de choses. Hein? Je vais dire très important. Ah oui, Vous absolument. allez moi, j'adore. voir. Un jour, parce que mon père a pris l'habitude de me parler, même d'être violent avec moi quand je fais des saloperies. Un jour, j'ai dit, papa, tu m'as donné une très belle chose. Parce qu'un jour, il m'a fait un cadeau extraordinaire. J'ai dit, papa, tu m'as donné une très belle chose et je voudrais te remettre en partie ce que tu m'as donné. Je te promets de ne plus jamais tromper ma femme. C'était énorme pour moi, parce que moi, j'étais coureur. Ouais. Alors, dans l'après-midi, je vois ma femme revenir du travail. Et puis elle me dit, Jacques, j'ai une chose extrêmement importante à te dire. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle me dit, tu sais que je n'ai plus aucune pulsion sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement j'accepte ce que tu m'as donné, mais voilà ce que je veux, moi. C'est-à-dire que je ne veux plus de femme du tout.
Alors, vous imaginez le sacrifice que ça représente Non, c'est terrible pour un homme. depuis des années. C'est une catastrophe. C'est une peine de mort. Et je n'ai jamais été prêtre. Je ne comprends pas. J'étais plutôt le contraire. Je ne comprends pas cette affaire-là. Il n'y a jamais eu feu de chasteté dans votre vie. Jamais. Il y a eu feu de bonheur peut-être. J'ai eu feu de bonheur. Eh bien, à la longue, j'ai fini par être heureux. Ouais. J'ai fini par être heureux. Parce que il y a d'autres choses qui me plaisent. Ouais. Et surtout, Ouais. quand je prie, la compagnie du Père et de ses comment on appelle, les gens qui l'environnent. Ouais, c'est les apôtres du. Non, il y a un mot pour ça, oui. On dit, Les gens qui sont autour du prêtre. en créole, Mhm. on dit son escorte. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça fait plaisir. Ouais. Et là, je me régale un peu. Est-ce que vous avez une juste mémoire, une bonne mémoire affective de vos anciennes histoires d'amour? Ah, mais je n'ai que ça. Je n'ai que ça pour rire. Et pour me Non, mais régaler. une femme que vous aviez connue quand vous aviez 15 ans, 16 ans. Maintenant, Ah vous oui, ne vous ah en oui. rappelez pas. Je me souviens de tout ça. Ah ouais. De mes premières déceptions sentimentales, de mes amours craqués. Des premières lettres d'amour, vous Des enflammées. Oh là 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 là. C'était toute une époque, hein, à l'époque où la poésie permettait d'aimer. Oui, oui, oui. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Voyez-vous, hein, on s'autorise beaucoup de liberté dans cette émission. Hein. C'est ça la meilleure définition de la condition humaine, c'est être libre. Je vous laisse respirer. Le docteur Avix est frais comme la fraise. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau où je reçois non seulement le docteur Avix, mais aussi Oprah est là, Marie-Alice est là, c'est son épouse, Isabelle est là. Hein. Il faut dire que monsieur a de la compagnie. Mais pour en revenir, docteur Avix, à malheureusement la zombification, vous nous dites que l'empoisonnement a été fait dans un processus un petit peu long. Oui. C'est petit à petit qu'on vous a inoculé le poison. Oui. Et maintenant, j'aimerais vous demander, à votre avis, celui ou celle qui vous a fait ça, est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que c'est par haine? Est-ce que c'est par envie de vous torturer, de vous tuer? Oh, jalousie. Par jalousie. Jalousie. Pour vos succès personnels dans la vie, j'imagine, le fait d'être médecin, d'avoir fait une Le bonne fait d'avoir carrière. changé de femme. Ah, le fait d'avoir changé de femme. Ok. Mais vous avez ce droit comme homme de changer de femme autant que vous le souhaitez, quoi. Ah bon, parce qu'on a le droit. Moi, je pense que les hommes ont le droit de changer de Vous femme. mettez le doigt dans la jusqu'au coude. Moi, je pense que les femmes aussi ont le droit de changer d'homme. Ah, oui, mais maintenant, Ouais. quand vous avez le pouvoir de dire des choses pareilles, mais il y a cette 30 ou époque. 40 ans, c'est une affaire Ouais. grave. C'était genre, c'était comme une sanction, une punition que Une la punition. personne voulait vous donner carrément. Mais la personne ne s'est pas attaquée à votre femme actuelle qui est Marie-Alice. Un peu, oui, mais elle ne pouvait pas. Ouais. Parce qu'elle était trop brillante mystiquement. Ah, ok. Donc c'était un problème. Ouais, parce que tout s'est fait aussi de manière, on va dire, mystique. On ne Oui. peut pas tout intervenir dans cette sphère, on n'a pas de mesure, on n'a pas d'unité rationnelle pour voir ce que Exactement. c'est. Mais comment vous vous sentez aujourd'hui, quelques années après, votre rétablissement? Il y a une chose que beaucoup de médecins ignorent. Mhm.
C'est qu'il y a ce qu'on appelle la fonction vicariante du cerveau. Ce qui veut dire que quand une portion du cerveau a été abîmée, une autre portion se dresse et vient prendre la place qui a été laissée. Et puis le sujet récupère progressivement. C'est ce qui m'est arrivé. Et maintenant, je me trouve en face de vous, on ne pouvez pas imaginer cet être tel qu'il a été après avoir été empoisonné. Ouais. Et les premiers symptômes, c'était vous n'arriviez pas à parler, vous n'arriviez pas à marcher, vous étiez paralysé. Je suis même rentré dans un coma Ok. qui a duré plusieurs jours. Mais un coma de type très particulier, c'est-à-dire que même en étant dans le coma, j'ai pu manger, j'ai pu me lever, m'habiller et manger, en étant totalement inconscient de l'état dans lequel j'étais. Ah ouais. C'est une drogue aussi, du coup. ouais, C'est ce une poison. drogue, c'est une saloperie, Ouais, ouais. cette affaire-là. Mais qui s'attaque surtout à vous écouter parler, au système nerveux Au système central. nerveux, Voilà. Mais non au cœur, non aux autres fonctions, rien, rien. Ça, Ouais, ça c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ça, c'est ça. Et à vous écouter parler, ça, c'est un poison d'abêtissement. d'abêtissement. Ouais, on Et vous quand enlève on a- votre intelligence. Quand on a fini d'abêtir l'individu, on l'emmène travailler dans les champs. Et puis il y a des champs entiers qui sont travaillés par des zombies. Mais vous, comment vous faites? Parce que à vous écouter parler là, vous gardez votre culture, vous gardez votre mémoire, vous gardez votre humour, votre peps. Vous avez totalement évacué ce poison. Oui, j'ai évacué. Ouais. Ah, c'est fini maintenant. Ouais. Et même mon système nerveux s'est reconstitué. Mais étant donné qu'à l'époque, j'avais dû abandonner la médecine et que j'ai été mis à la retraite de force en plus. Bon, peu importe. Mis à la retraite, Ouais. je vis. Mais est-ce que cette personne qui vous a empoisonné a été arrêtée, docteur Avis? Jamais. Mais il y a des dizaines, il y a même des milliers d'empoisonnements par jour. Aviez-vous porté plainte, docteur Avix? Mais non, mais je n'ai pas porté plainte à qui? Devant les tribunaux de droit commun, comme on dit. Oui, imaginez. Ces gens seraient venus m'assassiner pour de bon, avec des armes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une justice mystique, on va dire? Oui, Est-ce qu'il n'y a il y pas a un une tribunal justice. de l'ombre? Oui, il y a un tribunal de l'ombre. Voilà, où vous pouvez... On parlait hors caméra des sociétés secrètes qui sont en Haïti, des Champoel, des Bizanco et tout le tralala. Est-ce que c'est... Rapidement, dites-moi comment vous voyez ces... Ce sont des organisations de malfaiteurs auxquelles l'esprit du mal a donné certains pouvoirs. Donc, il s'arrange avec ça pour faire les choses les plus viles que l'homme puisse faire. Donc, ça, ce sont de vieilles choses. Comme disait ce révolutionnaire cubain, ils descendent au degré de plus bas que de la condition humaine. C'est-à-dire qu'il leur arrive de manger des excréments, du caca, des quantités de malpropreté. Comme ça, ce sont des horreurs. Donc, ne parlons pas de ça. Ouais. Ils vont le débat. Mais on dit que les zombies ne peuvent pas supporter le sel. Oui. Est-ce qu'on vous avait donné du sel pour réveiller votre cerveau, votre système nerveux? C'est une réalité. Quand on vous donne du poison, vous éliminez presque tout le sel que vous avez dans le corps. Quand vous récupérez, vous devez prendre une quantité considérable de sel. Moi, il m'arrivait de boire du sel. Carrément. Moi, je récupérais
Boire du sel carrément, de l'eau salée De carrément. l'eau, mais très salée, mais du sel même, qu'on mettait dans le truc, et puis vous secouez, et puis vous buvez. Et puis, pour vous permettre de récupérer progressivement. Est-ce que le sucre, ça aide aussi? Comme le sucre, c'est comme le carburant du corps des cellules, le sucre n'aide pas. Le cerveau ne se nourrit que de sucre. Ouais. Mais le sel, c'est la substance qui valorise le système nerveux, le cerveau. Le sucre, le sel est indispensable à la cellule. Et la cellule meurt quand elle n'a plus de sel. Ouais. Après une expérience aussi, on va dire, horrible, est-ce que vous êtes devenu un petit peu paranoïaque? Dans le sens, est-ce que vous voyez le mal partout? Est-ce que vous avez peur des gens? Est-ce que vous prenez des précautions avec tout le monde? Parce que c'est quand même quelqu'un que vous aviez connu, pratiqué, qui a osé vous zombifier, vous donner du poison. Quels sont vos rapports avec les autres après cette expérience douloureuse? Je ne sais pas. Parce que je les aime quand même. Et il faut dire que j'ai une relation particulière avec le Père. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une femme très belle que j'ai aimée. Je l'ai aimée tellement que je voulais avoir avec elle une relation. Et étant donné tout ce qui s'était passé avec mon père, j'ai demandé à mon père s'il me permettait d'avoir une relation 2 jours avec cette femme-là, et puis je laisserai tomber. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a foudroyé. Il m'a foudroyé quand je me suis retrouvé par terre, sur le point de mourir. Je lui ai dit assez, j'ai compris. Et il m'a permis de me lever et de me rasseoir. Parce qu'à cette époque, pour avoir une femme, il fallait avoir l'autorisation de son papa. Je vous parle de mon Père créateur. Ah, pardon. J'ai raté le référent. C'est Dieu, ouais. C'est Dieu ou c'est autre chose? Mais vous vous rappelez de ce que je vous ai raconté dans cette histoire-là, que je lui avais promis de ne jamais tromper ma femme, et qu'il m'avait dit que ma femme était venue dire qu'elle n'avait plus aucune pulsion sexuelle, donc je suis resté sans femme à partir de ce moment. Oui, et j'ai trouvé une femme que j'adorais après, j'ai voulu avoir une relation sexuelle avec elle, c'est-à-dire de transgresser ce que j'avais préalablement promis. Eh bien, il m'a foudroyé. Et puis, depuis là, je me méfie de toutes choses. Avant d'aborder une question, je prends mes précautions. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer beaucoup les femmes jusqu'à présent, mais de ne rien faire. De ne pas aller à la consommation de à ce moment-là. Et quand elles veulent consommer, je leur dis, malheureusement, je regrette, il y a des contraintes mystiques énormes. C'est douloureux. Mais du coup, vous êtes dans une redéfinition de l'amour, parce que beaucoup auraient tendance à penser, dès lors qu'il y a acte d'amour, il y a acte intime. Non, alors là, je ne suis pas dedans. Ouais. Alors là, c'est interdit pour moi. Je regrette beaucoup. Mais parce que, à une époque où devenu vieux et à la retraite, je pourrais profiter de toutes les belles choses de la vie. Vous imaginez ce qu'il y a? Absolument. À un âge où on est vieux, et puis où on ne travaille pas, ou très peu, où on écrit seulement des petites choses. On s'occupe de la maison, on s'occupe des enfants, des petits-enfants. On regarde petits-enfants avec leurs problèmes.
vous imaginez ce que ça représenterait comme plaisir. Et puis je suis privé. Voilà. Mais est-ce que vous êtes un homme jaloux? Ou bien est-ce que vous étiez un homme jaloux? J'étais un peu jaloux, mais maintenant c'est fini. Je ne suis pas jaloux. Ouais. Alors là, vous pouvez avoir... Mais quand vous aviez 30 ans, 25 ans, quand vous étiez avec une femme, Ah oui, vous étiez c'est dans ça. l'amour exclusif. Ah oui, oui. Ouais, ces gens, Même avec 2 femmes, vous étiez jaloux pour les deux. vous les deux. Ouais, c'est Il ne vos, fallait pas que vous conviennent fouiller là-dedans. c'est vos affaires, c'est voilà, c'est votre harem. Voilà. C'était moi, rêve. Et puis j'ai été privé de tout ça. Non, mais du coup, vous aviez pu dépasser tout ça aussi. Vous Ah êtes, oui, oui, oui. Maintenant c'est fini. ouais, parce que moi, je Depuis connais quelqu'un. 20 ans, c'est fini. Ouais. Mais est-ce que vous considérez l'acte sexuel comme un espace où on perd de nous-mêmes? Beaucoup ont cette vision mystique de la relation intime. C'est un territoire où mystiquement nous perdons un peu de notre âme, de notre énergie, de notre substance. Est-ce que vous avez ça comme vision Non, mystique de la l'énergie, chose? peut-être. Mhm. Un peu d'énergie. Ouais. Mais quand il y a un accord entre les deux personnes Mhm. et que ces gens-là s'aiment, Mhm. c'est une merveille. Ouais. Il n'y a Ouais. pas de problème. Et pour vous, la connexion, elle est que physique ou il y a une connexion d'âme? Il y a des gens qui pensent qu'il y a elle est une à la connexion fois physique et spirituelle. mentale. Mhm. Si ce n'est pas le cas, Ouais. c'est pas la peine Ouais. d'essayer. C'est un comportement animal pur. Est-ce que vous, cette question est très intime, est-ce que vous croyez au mariage, docteur Avix? Est-ce que pour vous c'est normal que les gens décident de se lier et de signer un contrat avec l'éternité? Oui. Non. En bas, la Ouais. première fois que je me suis marié, je n'avais pas ce problème-là. Mhm. Mais la deuxième fois, Ouais. j'ai été marié. Et ça, c'est une grosse affaire. Ouais. Parce que vous êtes avec Maria Lister depuis 30 ans, maintenant plus de Oui. 30 ans même. Oui, oui. Comment tient-on 30 ans dans une histoire d'amour? Moi, je pourrais tenir 60 ans. Est-ce que vous l'aimez comme au premier jour? Pas comme au premier jour, mais il y a une autre forme d'amour. Parce que j'imagine au bout de 30 ans, Je m'amuse. vous devenez une institution. Oui, c'est toujours C'est très- amusante. Ah oui, parce que j'imagine que vous n'avez plus de secrets l'un pour l'autre, vous n'avez plus de chambres intérieures. Donc, nous avons des secrets quand même. Ouais, Nous avons des secrets. ouais. On a tous des secrets peut-être, hein. Même après 30 ans, 40 ans dans le même lit. Nous avons des secrets. Ouais, il y a des événements que nous gardons dans notre fort intérieur. Il y a des secrets qui sont inutiles de partage. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui garde les relations? C'est peut-être ça. Absolument, c'est des Qui secrets. garde Si la on dit relation. tout à l'autre, il y a peut-être plus de mystère. Oui, ce que vous dites a du vrai. Ouais. Et dès lors qu'il n'y a plus de mystère dans la relation, il n'y a plus de surprise, Il n'y a plus de charme. il n'y a plus de charme. Hein. Est-ce que ça vous arrive de toujours séduire votre femme, Marie-Alice? Est-ce que des fois, vous faites votre pan? Je prends plaisir à la séduire en lui disant des choses auxquelles elle ne s'attend pas. Mais j'ai toujours aimé séduire les femmes. Ouais, Toujours. ouais, ouais. Je leur disais des poèmes. Si vous relisez mes poèmes, non Pas ça. ici, Ok. mais non. Ouais. J'ai même publié un CD de poèmes d'amour. Ah, Mais j'ai beaucoup aimé les femmes. J'ai aimé séduire. ouais. Vous comprenez? Pourquoi? Il y a un plaisir. Ouais, Il y a une valorisation là. De l'ego, d'abord. Mhm. Et puis, il y a une sorte de plaisir délicieux ouais, à séduire des êtres qui ont tant de charme. ouais, ouais. Et donc à les mettre en avant, parce que pour moi, un séducteur, c'est d'abord quelqu'un qui veut honorer une humanité. Voilà. Quand je dis à une femme qu'elle est belle comme un bleu d'arc-en-ciel et que son nombril est pareil au cratère d'un volcan, mais
Ça me fait plaisir à moi. Et elle est contente aussi. Docteur Ravik, ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Hein. Vous êtes en forme. Moi aussi. J'espère que les téléspectateurs ont appris beaucoup sur l'amour. J'aime beaucoup ce dernier. C'est de vous, là, le verre? C'est de moi, oui. Ah, j'aimerais l'entendre encore. Et que les gens, les téléspectatrices, écoutent comment on parle aux femmes. Tu es belle comme un bleu d'arc-en-ciel. Ton nombril s'apparente au cratère de volcan. Viens, épuisé sur mon épaule, dans le stridulement des criquets, la longue, la danse folle des lucioles et le sifflement merveilleux de la grenouille des tropiques. Mesdames et messieurs, docteur Jacques Ravik, c'était sur ce plateau, mais quel poète, quel séducteur, quel intellectuel, quel médecin. Hein? Et puis, c'est quand même l'époux de votre très bonne amie, vous l'adorez. Quand je la reçois, vous l'appelez tout le temps. Marie-Alice Théard, quand même, qui partage la vie de cet homme depuis 30 ans, quand même, plus de 30 ans même. C'est ça, messieurs. Vous qui regardez cette émission, ayez des relations d'amour qui durent. Arrêtez, hein, 1 an, 2 ans, et puis on casse tout. Messieurs, aimez dans la durée. L'amour doit être un acte de foi dans l'éternité. Merci au staff technique de la télé. Féquière, Guito, Spencer, Greg Bull qui a un bras cassé, mais on ne dira pas à l'écran pourquoi il a un bras cassé. On parlait de secrets justement qu'il faut avoir pour ses collègues. Émilie qui fait le maquillage, Alphonse qui est notre réalisateur, les messieurs de la mise en onde, Jimmy pour le montage. Mesdames et messieurs, Gadon Bonheur, continuez à carburer votre intelligence. Et le carburant de l'esprit, c'est des livres. Il faut lire les livres qui vous parlent, qui vous intéressent. Il faut élever vos âmes. La dignité de votre esprit se passe dans les livres, dans la lecture. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Gadon Bonheur, mesdames et messieurs dans le monde, il faut bien honorer 2 êtres, des livres et vous.